Il m'insultait en me traitant de singe, en disant que ma famille est pauvre et que je ne pouvais rien lui apporter. Il m'a traité de singe dans mon propre pays. La même police qui est censée nous protéger reçoit des pots de vin. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je crie à l'aide. La violence domestique est si courante autour de nous qu'on ne la remarque même plus. On dit « c'est une affaire de famille » et on continue nos vies. Il m'a tellement battue que je vomissais et saignais. Je me suis précipitée aux toilettes et il m'a suivie jusque-là. Il a même pris des seaux d'eau et me les a versés dessus encore et encore. Et comme si cela ne suffisait pas, il m'a forcé à boire l'eau des toilettes en m'enfonçant la tête dans la cuvette. Personne n'est venu à mon secours parce que les voisins le connaissaient déjà. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi? Chaque jour, quand j'ouvre mon téléphone, je vois une jeune fille violée, battue, tuée. Pourquoi? C'est la question que je pose au gouvernement. Mais avez-vous déjà pris un moment pour penser à la personne qui subit cette violence, ce qu'elle vit vraiment? Je m'appelle Ruth Adiambo, j'ai 22 ans. J'ai rencontré cet homme en janvier 2023. J'étais seule à l'époque. Je vivais seule, j'avais mon entreprise, tout allait bien. J'avais une petite chambre, une vie simple, mais j'étais bien. Quand je l'ai rencontré, il a envoyé ses employés pour me dire de venir le voir. Bien sûr, je ne voulais pas, mais... Ruth Adiambo est une jeune femme forte et courageuse qui a traversé beaucoup de choses à un très jeune âge. Elle est tombée amoureuse, mais cet amour l'a laissée blessée et traumatisée. Aujourd'hui, elle est en sécurité et mène une bonne vie, tout cela grâce à TikTok. À un moment où elle avait perdu tout espoir d'échapper à son partenaire violent, c'est TikTok qui lui a permis de trouver une issue. La même policière qui avait refusé de l'aider, honte à elle, car elle est une mère. Elle est assez âgée pour être sa grand-mère. Et pourtant, elle a choisi l'argent au lieu d'aider une victime de violence conjugale, qui plus est, enceinte. Mais comment une femme aussi intelligente a-t-elle pu se retrouver dans une situation aussi terrible? Dans cette vidéo, vous allez tout entendre de la bouche de Ruth elle-même. Avertissement. Certains passages de son récit peuvent choquer. Pourtant, il est essentiel d'écouter comment elle a réussi, avec courage, à échapper à ce qui semblait être une impasse. Donc cet homme, quand je l'ai rencontré, il envoyait ses employés me demander d'aller le voir, et bien sûr, je ne voulais pas, mais il continuait de les envoyer à chaque fois. Quand je passais ou quand j'allais à la salle de sport, car je passais devant son lieu de travail. L'endroit où je prenais une voiture pour aller à la salle, son lieu de travail était juste à côté. Donc, à chaque fois que je passais, il envoyait ses amis me parler. Alors un jour, quand j'allais monter dans la voiture, un de ses employés m'a demandé d'aller écouter ce que son patron avait à dire. J'ai hésité en disant que j'étais juste dans les environs, mais l'employé a insisté et j'ai dû y aller. Quand je suis allée, il m'a dit « Je m'appelle Bassaham, comment tu t'appelles ?» Je lui ai dit mon nom. Il m'a demandé mon numéro et je lui ai donné. Il m'a aussi donné le sien et m'a dit qu'il m'appellerait plus tard car je lui avais dit que j'étais pressée d'aller m'entraîner. Il a dit qu'il m'appellerait plus tard et j'ai répondu que c'était bon et je suis partie. Le lendemain, il m'a appelé très tôt alors que je dormais encore et il m'a dit qu'il voulait me parler de quelque chose. Et je lui ai demandé ce que c'était et il a dit « Peux-tu te libérer et venir ?» J'ai dû demander à mon ami de surveiller mon commerce pour que je puisse aller le voir. Quand je suis allée, il m'a dit qu'il s'appelait Bassaham et qu'il cherchait une aide, car il était resté seul pendant 1 an et qu'il cherchait quelqu'un de sérieux pour le mariage. Moi, je vivais seule et je n'étais pas prête pour une relation. Il m'a répondu qu'il me donnait du temps pour réfléchir à sa proposition et j'ai accepté. Chaque jour, il m'appelait pour prendre de mes nouvelles. Et tout à coup, on a commencé à sortir ensemble. J'ai même raconté l'histoire à mon ami, en lui disant que j'avais rencontré quelqu'un
et qu'il avait l'air sérieux pour le mariage. Étant à Nairobi sans personne autour, j'avais besoin de quelqu'un pour m'inspirer sur le bien et le mal, et vu comment il me traitait au début, je n'ai jamais douté de lui. Il m'emmenait sortir et faisait tout pour moi. Après 4 mois de fréquentation, on a emménagé ensemble, mais j'avais toujours mon travail. Je n'ai pas emménagé avec mes affaires, car j'avais dit à mon ami de rester chez moi pour gérer mon activité. Je ne voulais pas fermer mon commerce juste parce que je l'avais rencontré. Avec le temps, j'ai réalisé que je payais mon loyer et celui de mon commerce, alors que je n'y vivais pas, et je sentais que je ne pouvais pas lui en parler. Il m'a alors dit « Maman, ce qu'on fait là, je ne pense pas que ce soit bien. » Et j'ai dû demander pourquoi, et il a dit « Imagine que tu paies un loyer et tu n'y vis pas alors que je suis une bonne personne pour toi. Je veux juste que tu sois ma femme pour toujours. Tu ne peux pas envoyer de l'argent pour cette maison où tu ne vis pas. » J'ai donc dit à mon ami de rester dans la maison, de payer le loyer et de continuer à s'occuper du commerce. Un jour, mon amie est venue me dire qu'elle ne faisait pas confiance à cet homme, même si c'était ma décision. Après un moment avec lui, je suis tombée enceinte et il m'a dit que dans sa culture, quand un homme se marie, on n'autorise pas les femmes à travailler et que les hommes font tout pour leurs femmes. On ne les laisse même pas aller chercher de l'argent. J'ai dû lui demander ce qu'il voulait dire et il m'a dit que je devais fermer mon commerce car j'étais maintenant enceinte et aussi sa femme. Mon amie a décidé de quitter ma maison avec mes affaires car mon loyer était trop élevé pour elle. Donc, elle a choisi un loyer plus abordable. J'ai informé Bassam que mon ami allait garder les affaires jusqu'au jour où je voudrais les récupérer. Il m'a aussi demandé des nouvelles de mon commerce et je lui ai dit que mon ami le gérait toujours. Il a dit « Comment peux-tu confier ton commerce à ton ami ?» Je lui ai juste dit que bien sûr je lui fais confiance. C'est pour ça. Il a continué d'insister pour que je ferme le commerce car il allait tout faire pour moi. Ça devenait un gros problème pour lui. J'ai effectivement fermé la boutique et j'ai apporté les affaires chez nous. Ensuite, j'ai commencé à vendre mes articles en ligne via TikTok. Je ne savais pas qu'il n'aimait pas ma méthode. Parfois, il me surprenait en train de faire du marketing en ligne et il disait « Tu fais quoi en ligne maintenant? C'est qui ces gens à qui tu parles ?» Si je lui demandais si je faisais quelque chose de mal, il restait silencieux. Ce qui avait commencé comme un peu de possessivité. Ruth ne savait pas que ça allait lui coûter autant. Il m'a interdit de parler à qui que ce soit, sauf à ma mère. Il disait que personne ne devait m'appeler, même pas mon frère, car c'est aussi un homme. Même vers l'accouchement, il était toujours très présent. Le jour où j'étais à 9 mois, il avait prévu de ne pas aller travailler, mais bizarrement, soudainement, il a voulu partir à 10 heures, ce qui n'était pas dans ses habitudes. En lui demandant pourquoi, il a dit que son employé n'avait pas de cervelle et qu'il devait être là pour tout gérer. Mais pendant tout ce temps, il chargeait son téléphone et était en ligne aussi. Je me suis ensuite levée pour aller acheter du lait et en sortant, j'ai ressenti une légère douleur, mais j'ai quand même pu aller au magasin et revenir. Comme j'avais mal, il a proposé de faire le thé pour nous. Juste après le thé, la douleur est devenue trop forte et il a dit qu'il allait appeler son amie pour venir me voir. Peu après, son amie est venue. Elle tient aussi un magasin d'alcool à côté du sien. Elle a dit que j'étais en travail et qu'on devait aller à l'hôpital. Mon téléphone ne marchait pas, alors elle a réservé un Uber avec le sien. Puis nous sommes allés dans un hôpital à Dandora. En arrivant, j'ai accouché en moins de 30 minutes. Je l'ai appelé pour lui dire que j'avais accouché et il était très content. Il m'a vite apporté les affaires dont j'avais besoin à l'hôpital et il est reparti. Il ne m'a même pas appelé après pour savoir comment on allait, jusqu'à ce que je l'appelle moi-même pour demander mon chargeur car mon téléphone allait s'éteindre. Le lendemain matin, les médecins m'ont autorisé à sortir et m'ont demandé d'appeler mes proches pour venir me chercher.
Vers 19 h, la fièvre du bébé a commencé à monter rapidement et je l'ai appelé pour l'informer. Il n'est arrivé qu'à 21 h. Tout ce temps, la fièvre était si forte qu'il disait que c'était peut-être à cause du pull du bébé. Je lui ai dit que c'était un nouveau-né, que ce n'était pas ça et qu'on devait aller à l'hôpital. Vers 23 h, le bébé n'allait toujours pas bien et j'ai insisté pour aller à l'hôpital. Il a dit qu'il n'avait pas d'argent pour les soins. Comme il avait un ami à l'hôpital de Bahati, à Umoja, j'ai suggéré qu'on y aille et que la facture soit réglée plus tard. Le docteur a dit qu'on devait rapidement aller à l'hôpital de Buruburu, mais il a dit au docteur qu'il n'avait pas d'argent. Le docteur a dit qu'on y aille quand même et que la facture serait vue plus tard. En sortant, il a dit qu'on ne prendrait pas le bébé à l'hôpital et qu'on devait rentrer à la maison. Ce n'est pas comme ça qu'un père est censé se comporter. Un nouveau-né a besoin d'amour et de soins, et clairement, cet homme s'en fichait totalement. Alors, qu'as-tu fait ensuite? Le lendemain matin à 7 h, j'ai dû appeler ma mère. Je n'avais pas d'argent et elle m'a envoyé 1000 shillings et m'a demandé d'aller à l'hôpital. Quand il m'a entendu parler à ma mère, il a rapidement appelé son ami Beryl pour venir nous emmener à l'hôpital. Sauf que Beryl nous a encore emmenés dans un hôpital similaire à celui où nous étions allés avant, Penda Hospital. Nous avons encore marché jusqu'à l'hôpital. Le docteur nous a assuré que le bébé allait un peu mieux, mais qu'il fallait urgemment l'amener à l'hôpital de Buruburu. Beryl a insisté pour qu'on retourne à la maison, informer mon mari de ce que le docteur avait dit. J'ai accepté et nous sommes rentrés à la maison. Quand nous sommes arrivés, mon mari avait préparé à manger et m'a demandé de me reposer et de manger. Beryl a couché le bébé et a mangé aussi. J'ai décidé de repositionner le bébé pour que ce soit plus facile de l'allaiter quand il se réveillerait. En soulevant le bébé, j'ai été choquée qu'il soit raide, plus léger que d'habitude et qu'il ait la bouche blanche. Je lui ai demandé quel pouvait être le problème et il s'est aussi levé pour vérifier le bébé. Il a vérifié la respiration du bébé et c'est là qu'il a réalisé qu'on devait vraiment l'emmener à l'hôpital. Beryl était venu avec des amis et des collègues. Il a pris le bébé et l'a donné à une collègue de Beryl. En touchant le bébé, la collègue a dit en langue luo, « Le bébé est mort ». Mon mari est alors allé déclarer à Umoja que le bébé n'était plus. Puis, il est allé à l'hôpital Mama chercher les documents pour l'enterrement. Le lendemain matin, nous sommes allés enterrer le bébé à Kariakor. Tout ce temps, il agissait gentiment avec moi, et je ne savais pas qu'il avait un démon en lui. 3 jours plus tard, l'homme a eu de l'argent, 300 000 shillings. Je me suis demandé d'où venait tout cet argent. Je l'ai confronté et il a dit que je ne devais pas m'inquiéter car il prévoyait de faire quelque chose de petit pour ma famille. J'ai encore demandé d'où venait l'argent et il a dit que c'était sa famille qui lui avait envoyé. Comment un père qui vient de perdre son enfant d'un jour peut-il être aussi détaché? Cette situation ne t'a-t-elle pas semblé suspecte? Quand il est revenu à la maison, il m'a trouvé en train de parler à ma mère et il a dit « Oh, donc maintenant, tu dis à ta mère que je suis une mauvaise personne pour toi. Tu racontes à ta famille, je connais les femmes kenyanes. » Avant de me gifler, il m'a demandé d'appeler ma mère, mais tout ce temps, ma mère écoutait au téléphone. Il m'a frappé très fort. Je venais de me coiffer 2 jours avant. J'avais des tresses. Il a arraché mes cheveux en disant « Ok maman, je vais tuer ta fille aujourd'hui. Je vais la tuer maintenant. Tout le monde sait que je suis une mauvaise personne pour ta fille. » Ma mère, de l'autre côté, criait au téléphone en lui demandant pourquoi il me frappait. C'était la première fois qu'il me frappait à ce point, au point que je lui ai demandé si je lui avais fait quelque chose. Il a dit « Moi je m'en fiche, je vais te tuer aujourd'hui, je vais te tuer. Tu m'as causé beaucoup de problèmes. J'ai enterré mon enfant. » Il m'accusait de ce qui s'était passé. Il a continué à me frapper et à m'arracher les cheveux, puis il est immédiatement redevenu normal, comme si rien ne s'était passé. Il a agi comme si rien ne s'était passé. Le matin, il m'a demandé
« Maman, que se passait-il avec toi? Tu t'es battue dehors ?» Ma mère n'a même pas dormi cette nuit-là. J'ai pris une photo de comment j'avais été battue et je l'ai envoyée à ma mère. Ma mère l'a appelée et lui a immédiatement ordonné de m'emmener à l'hôpital, sinon elle appellerait la police. Honnêtement, je ne savais pas que ma belle-mère m'aimait autant. C'est là que j'ai compris qu'il avait peur de la police. Je suis vraiment désolé que tu aies vécu cela. Est-ce qu'il t'a encore traité de cette façon après? La deuxième fois qu'un homme m'a battue, c'était le jour de son anniversaire. Le 26. Il m'a dit « Maman, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je veux qu'on sorte et qu'on s'amuse. » Et je lui ai dit que c'était d'accord. En fait, avant que le docteur ne parte, il s'est vraiment excusé. « Je ne recommencerai plus jamais, maman. Je ne le ferai plus jamais. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Et je lui ai dit « Pas de problème. Je sais pourquoi tu me frappes. Je te surprends en train de faire quelque chose de mal, mais tu retournes toujours ça contre moi. Pas de problème. » Ce jour-là, quand il m'a dit qu'il voulait qu'on sorte pour s'amuser, il m'a emmené au Quiver Club. Je me souviens très bien qu'aux alentours de 23 heures, je lui ai dit que je voulais aller aux toilettes, que je revenais. Et il m'a répondu « Pas de problème. » À peine une trentaine de minutes après, je le vois debout derrière moi et j'entends des femmes crier et hurler. « Qui est Ruth? Qui est Ruth ?» Dès que je suis sortie des toilettes, il m'a donné un coup de pied en me demandant « Que fais-tu dans les toilettes des femmes ?» Je me suis même demandé si j'aurais dû aller dans les toilettes des hommes à la place. Il m'a battue et peu après, l'équipe de sécurité est arrivée. Ils lui ont dit qu'il ne devait pas battre les femmes. Ils l'ont traîné dehors et l'ont battu. Les agents de sécurité sont ensuite venus me dire de ne pas retourner avec lui, sinon il allait encore me battre. Ils lui ont dit qu'il devait se battre avec des hommes, pas avec des femmes. Tu aurais déjà eu peur à ce stade-là. Je ne savais pas que j'étais déjà enceinte de 2 mois. Comment ils m'avaient traînée par terre ce jour-là? Les hommes n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi ils l'ont emmené dehors dans le magasin. Il a pris mon téléphone, mes clés de maison et ma veste, et il faisait très froid. Les gens ont essayé de lui parler, mais il a insisté pour dire qu'il voulait seulement me parler. Je ne voulais pas au début, mais je l'ai fait quand même. Il a dit « Maman, tu veux m'envoyer en prison. Parle à ces gens, rentrons à la maison. » Je me disais même que, au moins, il m'a frappé là où les gens peuvent voir, parce qu'il m'avait déjà frappé au bord de la route. Même quand je vais au travail, je n'ai pas le droit de saluer quelqu'un, même pas ses amis. Si ses amis me saluent, je serai giflée en disant que je veux ses amis. Et ses amis ne peuvent rien dire. Donc un jour, il m'a appelé pour aller regarder le football et j'ai pris environ 30 minutes pour me préparer. Pendant que je me préparais, il était déjà à la porte en train de se plaindre que j'avais pris trop de temps. Sur la route pour le retrouver, il est arrivé, m'a giflé et a commencé à me traîner par terre en demandant d'où je venais, puisque mon téléphone ne passait pas. Il a dit que j'étais allée voir quelqu'un d'autre. Tout le monde était là à nous regarder. Il a pris mon téléphone et m'a ordonné de rentrer à la maison parce qu'il ne voulait pas me voir. Je suis allée plutôt faire un rapport au poste de police d'Umoja. Je ne savais pas que je le rapportais à des policiers qui le connaissaient déjà, puisqu'ils allaient souvent prendre des pots de vin à son lieu de travail. Ils m'ont donné un numéro OB et m'ont dit d'aller faire le rapport au poste de police de Buruburu. Et la même chose s'est produite. Là aussi, il était connu. Ils m'ont alors renvoyé au poste de police d'Umoja, où je n'ai pas été aidée. Alors, je suis simplement rentrée chez moi. Le jour où nous étions au Quiver Club, je me suis convaincue que, au moins, la police avait vu ce qui s'était passé, qu'ils viendraient à mon secours. Je ne savais pas qu'il avait soudoyé tous les policiers, alors ils ont dû faire semblant d'être de mon côté, même après que je leur ai montré les photos de la façon dont ils m'avaient déjà battue. J'ai appris plus tard qu'il avait même appelé mon ami et lui avait demandé de ne plus jamais me parler. Donc, je n'avais littéralement personne vers qui me tourner. La police lui a demandé de quitter les lieux après qu'il les ait soudoyés et il est parti avec mon téléphone. Plus tard, ses amis sont venus me chercher et m'ont ramené à la maison. Cette nuit-là du drame au Quiver, il n'a pas dormi à la maison
Mais il est revenu le lendemain, à 9 heures du matin. Il s'est excusé en disant « Maman, je suis désolé pour tout. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Je ne le referai plus. » Et j'ai dit que c'était bon. Il m'avait aussi rasé les cheveux. Je ne pouvais plus me tresser. Alors je suis allée me faire raser et en revenant, il m'a giflé en disant « Tu es un homme? Qui t'a dit d'aller te raser comme ça ?» Et il m'a encore battue très violemment. Personne ne mérite d'être traité ainsi au nom de l'amour. Quand as-tu finalement décidé de te lever contre lui? Ce jour-là était le tout dernier jour où j'ai dit que c'était fini. Je suis maintenant enceinte de 6 mois. Il était 10 heures du matin et il allait travailler. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire alors qu'il a quelqu'un qui travaille pour lui. Il a dit que Steve, son travailleur, ne travaille pas bien. Quand il a quitté la maison, il n'y avait ni nourriture ni argent. Je l'ai appelé à 20 heures et il a dit qu'il ramenait de la nourriture à emporter. Il est venu à minuit avec du riz et des œufs. Je lui ai demandé comment je vais cuisiner ça alors qu'il n'y avait rien d'autre. Et il m'a simplement dit que je devais essayer de le cuisiner. Puis il est ressorti et est revenu avec une bouteille de soda. Il est ressorti encore et a dit qu'il allait revenir bientôt. Mais il n'est revenu qu'à 5 heures du matin et s'est excusé avec des excuses. La première chose qu'il dit toujours, c'est « désolé ». J'ai réchauffé et servi la nourriture, puis je lui ai demandé un peu d'argent pour aller me coiffer car mes cheveux avaient un peu poussé. D'habitude, quand il a de l'argent, il ne dort pas à la maison. Alors, j'ai vu cela comme une chance de demander de l'argent pour les cheveux. Il a dit que ses amis lui avaient dit que je suis avec lui à cause de son argent. Il m'a tellement battue que je vomissais et saignais du sang. J'ai couru aux toilettes et il m'y a suivi. Il a même pris de l'eau dans des seaux et m'en a versé dessus de nombreuses fois. Comme si cela ne suffisait pas, il m'a forcé à boire de l'eau d'égout des toilettes en poussant ma tête dans la cuvette. Personne n'est venu à mon secours car les voisins le connaissaient déjà. Il était 5 heures du matin. Je n'avais plus de force. Il m'a porté au lit et m'a sodomisé plusieurs fois. J'ai même supplié pour qu'il me pardonne, mais sans succès. Je ne savais même pas ce que j'avais fait de mal. Quand il a eu fini, je n'avais plus d'énergie, mais j'ai réussi à le pousser et à l'enfermer dans la chambre. Mais je n'avais pas les clés pour l'enfermer. Il m'a rattrapé et m'a encore battu violemment. Je suis vraiment sans voix face à la cruauté de cet homme. Comment as-tu survécu à cette nuit-là? Comment as-tu réussi à t'échapper? J'ai acheté des données Airtel et je suis allée sur un live TikTok où j'ai rejoint une conversation. J'ai envoyé un message à un participant du nom d'Oscar qui, à son tour, a demandé aux membres et modérateurs de m'écouter. Je leur ai demandé si je pouvais allumer ma caméra pour qu'ils puissent me voir, et ils ont tous accepté. Je leur ai donné une brève explication de ce qui s'était passé. Ils m'ont demandé de le leur montrer, et malheureusement, il s'est réveillé de son sommeil et m'écoutait. Il a dit « Tu me mets en ligne. Je t'ai dit que personne ne peut t'aider, personne t'aidera. On va voir si ces gens de TikTok vont t'aider. » Il m'a redemandé mon téléphone et je lui ai dit que je ne le lui donnerais pas et que s'il voulait me tuer, qu'il me tue pendant que je suis en live sur TikTok. Il est ensuite retourné dormir car il savait que personne ne m'aiderait comme d'habitude. Il y avait une femme sur TikTok appelée Big Mama qui m'héberge maintenant. Elle m'a demandé de chercher les clés et m'a demandé mon numéro. La dame m'a dit que son amie serait dans les parages pour me secourir tant que j'arriverais à sortir. D'un autre côté, je n'osais pas demander les clés à Bazaham car je craignais qu'il se réveille encore et me batte à mort. J'ai rassemblé un peu de courage et je suis allée lui demander les clés. Il m'a demandé où j'allais et je lui ai dit que j'avais besoin d'acheter des antidouleurs. Il a répondu sèchement « Tu ne peux pas prendre de médicaments. Tu es enceinte. Quel médicament veux-tu prendre ? Tu vas bien, tu es une femme forte, tu fais semblant ?» Il a ajouté « Tu veux sortir, tu veux encore aller à Buruburu. » Alors, je me suis tue et je suis retournée en ligne. Big Mama m'a demandé si j'avais eu les clés et j'ai dit non. Elle m'a dit de retourner le réveiller
car mon TikTok était en direct et que s'il faisait quelque chose, il l'enregistrerait. Alors, quand je suis allée le réveiller, il a commencé. « Chaque jour, tu me donnes du stress. Qu'est-ce que tu veux faire avec les clés ?» Cependant, il s'est réveillé et m'a donné les clés car il savait que je ne ferais rien. Il s'est ensuite réveillé, a pris sa douche, s'est préparé et est parti avec son sac habituel. Il a ensuite dit « Tu voulais les clés? Voici les clés. » Et il est sorti. J'ai appelé la dame, je lui ai dit que j'avais eu les clés. Elle m'a demandé de sortir, puis d'aller me tenir à distance. Et ce bon samaritain est venu me chercher. Quand on m'a emmené chez cette dame, elle a vu à quel point j'étais blessée et a immédiatement appelé les services de premier secours et j'ai été prise en charge. J'ai ensuite été hospitalisée pendant 2 semaines. Depuis, je ne peux plus retenir mon urine et je suis même inquiète de comment je vais accoucher car j'ai très mal aux côtes actuellement. Après 2 semaines, j'ai commencé le processus de dépôt de plainte. Askari Mouala m'avait envoyé un message privé sur TikTok et m'a envoyé le numéro du DCI de Kayelé. Le DCI m'a dit de venir à son bureau dès que je me sentirais mieux. Je suis allée à son bureau lundi et il m'a donné le contact du DCI de Buruburu. Je lui ai dit que j'y étais déjà allée, mais qu'on ne m'avait jamais aidée. Il m'a quand même convaincue d'y aller, ce que j'ai fait. J'ai raconté mon histoire et il m'a confiée à une policière spécialisée dans les violences. On m'a demandé de rédiger une déposition, ce que j'ai fait. La policière m'a alors demandé si je savais où se trouvait l'homme, Basaham, et j'ai répondu oui. Alors, nous nous sommes rendus à son lieu de travail vers 16 h. En approchant des lieux, l'un des travailleurs m'a vu et a immédiatement averti Basaham qui s'est enfui. La police a alors arrêté le travailleur pour un interrogatoire plus poussé jusqu'à ce que Basaham soit lui aussi arrêté. C'était vraiment intelligent de ta part. Et Dieu merci pour cette femme qui a vraiment pris soin de toi. J'aurais juste souhaité que quelqu'un t'aide plus tôt. Peut-être que tout cela aurait pu être évité. As-tu déjà eu des nouvelles de Basaham depuis? Quelques minutes plus tard, l'homme m'a envoyé un message. « Je t'ai dit que tu ne peux rien contre moi. Mon frère est déjà libre maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Si cette femme qui t'a prise va t'aider, on verra. » Il m'a ensuite envoyé des captures d'écran montrant que son travailleur était libre et de retour au travail. Il m'a aussi envoyé une transaction M-Pesa montrant le pot de vin qu'il a donné pour faire libérer son travailleur. Il a ensuite ajouté « Je t'ai dit que tout est une question d'argent au Kenya. Donc tu ne peux rien faire contre moi. J'ai déjà payé et mon frère est libre. » J'étais honnêtement triste que les mêmes policiers qui m'avaient vu dans cet état lamentable soient ceux qui ont accepté le pot de vin et se sont retournés contre moi. J'ai alors appelé la policière et je lui ai demandé pourquoi ils avaient laissé Steve sortir. Et elle m'a dit qu'ils avaient fait ça pour pouvoir arrêter le principal suspect. La dame m'a même demandé de rester calme en disant qu'elle viendrait personnellement là où j'étais pour que nous puissions tous rédiger une déclaration de témoin, ce que nous avons accepté. À son arrivée, elle m'a demandé d'écrire ma déclaration, ce que j'ai fait. Mais ensuite, le témoin a été invité à simplement signer une feuille blanche. Elle était hésitante, mais n'avait pas d'autre choix. Et la policière est partie après la rencontre. Quand il s'agissait de son propre enfant, il n'avait soudainement plus d'argent. Mais maintenant, juste pour se sauver lui-même, il joue aux riches. Seul un monstre peut agir de la sorte. Depuis ce jour-là, aucun suivi n'a été fait. Je suis encore retournée voir le DCI de Buruburu et il m'a renvoyée vers la policière. L'agent m'a dit qu'elle ne pouvait plus rien faire pour moi et que je devais aller chez le chef, ce que j'ai fait, et j'ai enregistré une déposition. J'ai ensuite appelé le propriétaire pour que je puisse aller récupérer mes affaires. À mon arrivée, j'ai constaté que tous mes vêtements, y compris ceux du bébé, avaient disparu, mais tout le reste était là. La police dit que sa dernière localisation a été tracée à Mombasa et qu'ils sont encore à sa recherche. La policière a également bloqué mon numéro. Le système ne cesse de surprendre, mais souvent dans le pire sens. Alors, comment comptes-tu chercher justice maintenant? J'ai juré que je ne me tairais pas, car il pourrait faire la même chose à une autre femme innocente.
Je veux que justice soit faite pour qu'il soit arrêté. C'est un Arabe d'Oman. Je demande humblement au gouvernement de m'aider à obtenir justice pour mon enfant et moi. Je ne pense pas que j'oublierai un jour ce qu'il m'a fait. Il m'insultait en m'appelant singe, ma famille est pauvre et que je ne pouvais rien lui apporter. Il m'a traité de singe dans mon propre pays. Les mêmes policiers qui sont censés nous aider reçoivent des pots de vin. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je crie à l'aide. How I met Ruth is through TikTok. I was scrolling down one day and I just J'ai connu Ruth grâce à TikTok. Un jour, je faisais défiler les vidéos et je suis tombée sur quelque chose que je n'ai pas aimé. And I made sure that, Ruth needed a place. Ce que j'ai vu était traumatisant, horrible. I got her to me. So, we organized and she came. And when she came, honestly, j'ai compris que Ruth avait besoin d'un endroit où rester. Alors j'ai tout fait pour qu'elle puisse venir chez moi. On s'est organisé et elle est venue. Quand elle est arrivée, honnêtement, je ne lui ai jamais dit ça, mais j'ai été très émue. J'essaie de rester forte, de ne pas craquer devant elle. Mais quand je repense à la première fois où elle a franchi cette porte, ce n'était pas la Ruth que vous verrez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez la rencontrer et vous ne la reconnaîtrez pas. J'ai essayé de lui redonner confiance en elle. Vous voyez ce que je veux dire? Quand quelqu'un est brisé, battu, blessé, qu'on lui répète qu'il ne vaut rien, qu'il n'a rien. Je comprends la situation au Kenya, je sais que les gens n'ont pas d'argent et c'est compréhensible. Mais rester dans une situation abusive, non. Surtout quand c'est un homme étranger, sans papier, sans identité, qui paie pour continuer à être violent. Ruth est une survivante. Elle s'en est sortie, elle a osé parler. C'est une fille très douce. Je suis désolée, je suis émotive parce que je me souviens du niveau d'abus qu'elle a subi. C'est impardonnable. Il n'y a pas de pardon pour ça. Et ensuite, se faire insulter, rabaisser, je n'ai même pas les mots. Je suis désolée, je m'emporte, mais quand on entend une histoire comme la sienne, on ne peut pas rester indifférent. Le pire, c'est qu'au Kenya, des jeunes filles se font tuer tous les jours. Tous les jours, on en entend parler, et le gouvernement ne fait rien. Pourquoi? Pourquoi? Les violences domestiques sont en hausse, les féminicides se multiplient et on ignore le problème. Pourtant, ces filles sont l'avenir. Ce sont elles qui bâtissent le pays. Mais quand leur propre gouvernement ne les protège pas, c'est ce qui est arrivé à Ruth. Elle n'a pas été protégée. On a préféré l'argent à sa vie. C'est vraiment triste. Le système est brisé. Et il faut qu'on se penche dessus. Il faut comprendre ce qui ne va pas et corriger le tir. Les Kenyans sont des gens intelligents, très instruits. Alors pourquoi cela continue-t-il? Moi, en tant qu'étrangère, chaque jour j'ouvre mon téléphone et je vois une jeune fille violée, battue, tuée. Pourquoi? That's my question to the Kenyan government. Shame on you. Shame on you.
C'est la question que je pose au gouvernement. On paie des taxes, mais pourquoi faire? Où va l'argent? Ça ne devrait pas se passer comme ça. Je viens du Royaume-Uni. Là-bas, il existe tout un système pour gérer les violences domestiques. Des centres d'accueil, des lignes d'appel, tout ce qu'il faut. Over helping her domestic violence, and she's pregnant. I've lost hope. As a foreigner, I look at you and I say shame on you. Mais ici, il n'y a rien pour ces jeunes filles, et on se contente de lire leurs histoires dans les journaux. On en parle une journée, et puis plus rien. Il n'y a aucune enquête. Why are they not calling, asking what's going on, what happened to her? Doctors are paid less. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Pourquoi? Voilà mes questions au gouvernement kényan. Honte à vous. Honte à vous. Des jeunes filles se font tuer, et ce sont vos mères, celles qui vont donner naissance, votre avenir. Mais non. Where's the democracy? And you talk about democracy. Go and learn the word, Google it, Mr. William Ruto. And that's the last thing I have. Ruth a assez souffert, et il laisse maintenant temps pour Bassam de faire face aux conséquences de ses actes. Vous pouvez aider Ruth en partageant son histoire. J'ai fait ma part. Maintenant, c'est entre vos mains. Ne la laissons pas tomber. Aidons-la à obtenir la justice qu'elle mérite. Merci d'avoir regardé. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner et de partager l'histoire de cette mère avec le monde entier.